Ce podcast est sponsorisé par Cogence, cabinet de conseil expert en supply chain. Cogence optimise votre performance et votre résilience en plaçant le client final au cœur de chaque transformation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cogence-consulting.com. Il faut qu'on mette le risque de tremblement de terre. Je dis, bah oui, parce que votre usine est sur la faille de Sant Andreas. Et il s'avère qu'un an après, il y a eu les grands feux à Los Angeles qui ont stoppé l'usine, etc. Je dirais que les entreprises prennent et assument leurs décisions face à l'incertitude. Faut plus attendre, en fait, on voit bien, les choses vont trop vite. Donc, faut y aller. Mais effectivement, il faut savoir toujours se reposer la question, est-ce que ça fonctionne toujours ? C'est plutôt dans ce sens-là. Faut pas avoir peur de l'échec, faut pas avoir peur de la réussite non plus. Tu l'as dit, hein, nous, on produit qu'une fois par an. Hein. Donc, une fois que c'est en stock, il faut que ça tienne un an. Bienvenue dans Au cœur de la supply chain, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des défis des directeurs supply chain. Ils partageront ici leur retour d'expérience, ils vous parleront de leurs projets ambitieux, leurs idées pour demain, de leur vision du métier et aussi des obstacles qu'ils ont réussi à surmonter. Je suis Julia Trial, consultante en supply chain depuis plus de 15 ans et fondatrice du cabinet de conseil Cogence. J'ai imaginé ce podcast comme un espace d'échange, de témoignages et de partage entre tous les professionnels de la supply chain. Bonne écoute! Bonjour Nathalie et bienvenue sur le podcast Au cœur de la supply chain. Bonjour Juliette. Donc Nathalie, tu es IBP Group Director chez Bonduelle. Aujourd'hui, on va ensemble retracer comment étape par étape tu as participé à remettre à plat, on va dire, les processus prévision et planification sur la prévision des ventes, le SNOP et l'IBP. On va beaucoup prononcer les termes SNOP et IBP, qui sont certes connus, mais pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, je vais me permettre quelques définitions. Donc le SNOP, ou plan industriel et commercial en français, il vise à équilibrer l'offre et la demande. Donc c'est un processus mensuel qui aligne la demande, l'offre, la finance sur un plan unique, généralement 12-24 mois. Et permet donc d'équilibrer et de rééquilibrer les capacités et en fonction des ventes et des prévisions qui s'affinent au fur et à mesure du temps. L'IBP, c'est la planification intégrée de l'entreprise, donc qui vise à aligner l'ensemble des fonctions de l'entreprise, beaucoup plus large, commercial, marketing, supply, prod, finance, RH, etc. Et prend en compte 3 principales dimensions. La planification stratégique, lancement de produits, expansion, M&A, etc. La planification financière, chiffre d'affaires, EBITDA, cash flow, et l'exécution opérationnelle. Est-ce que tu es d'accord ? Nickel, j'aurais pas fait mieux. Donc Nathalie, tu as commencé ta carrière chez Mars où tu as passé une vingtaine d'années à différents rôles supply chain. Tu es passé par le secteur de la pharma et enfin, depuis 9 ans chez Bonduelle. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours ? Oui, alors effectivement, une vingtaine d'années chez Mars, après des études d'ingénieur en informatique et électronique. J'ai intégré Mars pour mon stage de fin d'études et j'ai intégré la supply chain. Et là, j'ai eu l'opportunité de faire à peu près tous les postes en supply, en commençant planning de production, gestion des processus Europe. Donc ça a commencé, les process assez rapidement. Après, ça a été master data, compte clé logistique, customer service. Puis après, gestion de la demande. Et puis là, un petit focus vraiment sur la demande. Et puis assez rapidement aussi, une partie lean office qui a été assez structurante finalement pour la suite de ma manière d'aborder les choses et puis de visualiser, de comprendre un peu plus les interactions entre les départements. Donc lean office, donc là c'était vraiment marketing, vente, etc. Et puis ça m'a permis aussi de préparer des certifications et de mieux comprendre. Finalement, on n'était pas sur du calcul, c'était pas des chiffres, dans du lean office, c'est un petit peu différent, mais vraiment de la méthodologie et comment mettre tout le monde autour de la table. Donc voilà, et puis à partir de ces expériences, je suis partie en pharma avec un rôle de responsable amont, donc fournisseur, relations fournisseurs. Donc revenir sur de la supply chain, très intéressant également, mais néanmoins dans un domaine qui me correspondait moins. Et puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre Bonduelle en tant que SNOP directeur sur Bonduelle Europe Long Life, donc c'est de la conserve et du surgelé sur l'Europe. C'était à la fois une gestion de méthode et process, revue de l'organisation de la supply chain, et puis en même temps c'était comment retravailler toute la partie gestion des prévisions de vente, qui était
qui était complètement centralisé avec 3 personnes qui faisaient ça en centrale, pour tout le Monduel. Ouais. Et donc on a travaillé sur la décentralisation, et puis après j'ai rejoint des projets de transformation de la supply chain jusqu'au, projet, d'harmonisation groupe, de l'IBP, donc l'Integrated Business Planning, et depuis, juillet l'année dernière, j'ai le poste actuel. Voilà. OK. Qui est donc un poste à la finance. Ah oui, alors effectivement. Qu'est-ce qui change quand on passe de la supply à la finance et Alors qu'est-ce qui a pu t'étonner dans la façon dont les financiers eff regardent les enjeux supply? effectivement, on a décidé effectivement que le poste ou les postes IBP, parce qu'il y en a aussi dans les régions, rejoignaient la finance. Et en fait, c'est, les plus grosses différences, c'est qu'on a la supply chain qui cherche plutôt à exécuter. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sur des milieux quand même qui sont opérationnels, même si on a des visions stratégiques, hein. Je Mmh. caricature peut-être un petit peu, mais alors que la finance va chercher à arbitrer. Mmh. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une continuité opérationnelle dans la supply, on va regarder des lead time, des stocks physiques, des contraintes, des taux de service, on va avoir beaucoup d'indicateurs. La finance, on va être sur le coût des stocks, l'impact, du working capital, les ROI sur les lancements de produits, et cetera. Donc on va avoir une vision beaucoup plus globale, des choses. Après, les horizons de temps peuvent être différents. Souvent sur la supply chain, on a un gros focus sur le court et moyen terme. On essaye toujours d'étendre un peu plus sur le long terme, mais la finance, effectivement, il faut qu'on regarde les enjeux à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, alors surtout quand on est dans une société, comme Monduel, parce Mmh. que il faut qu'on puisse, effectivement pérenniser l'entreprise, donc sur une vision beaucoup plus long terme. Le niveau d'acceptation de l'incertitude ou les précisions qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en supply chain, on sait qu'on a beaucoup de variabilité, on sait qu'on a beaucoup d'imprévus, donc il faut qu'on les gère. Mmh. Donc on parle beaucoup de pompiers ou autres, Mmh. certes, mais en fait, il faut qu'on arrive à les gérer parce que c'est le quotidien, il faut livrer les clients. En finance, il faut qu'on ait quand même une exactitude beaucoup plus précise, il faut qu'on ait nos hypothèses documentées, il faut qu'on explique les variations de chiffres. Donc tout ça, finalement, fait un bon lien avec l'IBP parce que, cette dimension-là, c'est celle qui va faire que la version intégrée de l'IBP va faire du sens. OK. Ouais, c'est intéressant. Dans le podcast, on a pas mal parlé des différences entre marketing, sales et supply chain, donc c'est intéressant d'avoir la vision un peu plus, finance. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, des différents projets, quelques, mots sur Bonduel. Donc c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, environ 10 000 collaborateurs, une quarantaine de sites industriels, plus de 100 sites de distribution. Donc vous transformez des légumes cultivés par des agriculteurs sous 3 formes: conserve, surgelé et frais. Oui, Et vos produits sont vendus dans une centaine de pays, à la fois en grande distrib et dans la restauration. oui, Et vous travaillez avec, environ 2 000 agriculteurs partenaires et bon, comme beaucoup d'industries agroalimentaires, c'est du coup hyper saisonnier puisque, c'est ça, vous dépendez d'une récolte qui impacte bien la supply. exactement. Hem, du coup, comme je disais en intro, on va revenir sur comment tu as pu, réorganiser les prévisions des ventes et mettre en place les process S&OP IBP. Donc il y a 9 ans, comme tu l'as dit, il y avait 3 personnes à la prévision des ventes centralisées. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer une réorganisation et de revoir, cette, Alors, prévision en des ventes? fait, quand je suis arrivée, donc j'avais mes demand planners. Une fois par trimestre, ils disparaissaient pendant 1 mois. C'est-à-dire qu'ils parcouraient toute l'Europe pour aller voir, les commerciaux et récupérer, les nouveaux chiffres. Donc en fait, c'était pas du tout une prévision des ventes, c'était une prévision d'approvisionnement de chaque pays. Mmh. La plus grosse peur, c'était, est-ce que je vais avoir les produits pour livrer mes clients? Sachant qu'en plus, on n'a pas d'entrepôt dans les pays, tout est stocké dans nos usines. Donc effectivement, le biais, c'était que, on prévoyait un peu beaucoup, histoire d'être sûr d'avoir les quantités nécessaires. Et à côté de ça, en fait, la stratégie de l'entreprise, la stratégie produit, des produits finis, comment le marketing était inclus là-dedans, c'était pas inclus, en Mmh. fait. Et donc on a réexpliqué, enfin, en tout cas, on n'a pas réexpliqué, on a expliqué ce qu'était le métier de prévisionniste, que, en fait, on n'allait pas prendre les chiffres des ventes, comme ça, Ouais. sans explication. Il fallait qu'on comprenne comment on construisait la prévision, quelles sont les hypothèses qu'on met derrière, la baseline, les promos, les événements, enfin le classique de la prévision de vente. Et pour faire ça,
on a créé ce pôle un peu d'expertise en centrale et les demand planners en centrale ont expliqué, on a recruté en fait des demand planners en local pour être au plus près des clients, au plus près des marchés, pour pouvoir justement avoir cette visibilité et cette compréhension plus proche du client. Mmh. Donc voilà, c'était vraiment, passer à une vraie prévision de vente et avec l'outil et bien évidemment qui va aussi avec. Ouais. Mmh. Et quel a été, l'impact? Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences? Enfin, donc si on parle de prévision d'appro versus des prévisions des ventes à, l'ère de l'IA où, il y a de plus en plus d'aides algorithmiques, on Ouais. va dire, Bah, ça a changé quoi sur les compétences? c'est le changement est énorme et je m'en rends compte encore maintenant. Enfin, il y a 9 ans, moi, je pouvais encore utiliser, mes compétences, que j'avais acquises dans le passé, faisant prévision statistique C'est et cetera. On n'est plus à ça du tout. mmh C'est-à-dire que là, ce que je constate dans les derniers changements, c'est que, la prévision statistique, admettons, mais en fait, on n'arrivait absolument pas à couvrir, nous, l'ensemble de notre portefeuille parce que, on a, 3 légumes qui font, je sais pas 70 du volume, hein, le maïs, le petit pois, le haricot. Mmh. Mais on a des centaines de légumes Mmh. et donc tous les autres, ce sont des ventes très erratiques, saisonnières, en restauration, il y a des menus hiver, des menus été, donc enfin, rien n'allait. On a les MDD, les marques de distributeurs, donc là, on fonctionne par contrat. On sait jamais quand, en fait, on va devoir livrer. Est-ce que ça va être un autre fournisseur ou c'est que nous? Et donc, l'IA, en fait, nous amène on parle beaucoup de machine learning, nous amène cette partie de machine learning, qui, il y a encore quelques années, était correcte, on va dire, sur du très court terme. Et là, en fait, on est en train de voir que on arrive à étendre les horizons de temps Mmh. sur, la fiabilité de ces informations et avec une, capacité d'apprentissage beaucoup plus importante. Donc le rôle du demand planner va changer aussi Ouais. demain, Ouais. clairement. Et savoir ce qui sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas encore, mais en tout cas, il y a cette, partie de compétences qu'il faut Mmh. travailler. Ouais. Et juste pour revenir un peu sur l'histoire entre le jour où vous êtes dit: «Bon, ça fonctionne pas, il faut la solution qu'on identifie, c'est de décentraliser» et le jour où, l'organisation cible était mise en place, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont, a posteriori, les facteurs clés de succès qui ont fait que ça a fonctionné et les difficultés que tu as pu rencontrer et que tu Alors aborderais peut-être différemment si tu à ouais, refaire? ouais, ouais. Alors en fait, ça a été très vite, hein, parce Mmh. qu'on a mis, je pense qu'en 1 an et demi, on Mmh. avait positionné les demand planners dans tous les pays. Hem, le facteur qui a fait qu'on a vraiment eu besoin, c'est qu'on avait des indicateurs de performance qui étaient très mauvais Mmh. en termes de prévision de vente, en termes de biais, en termes de taux de service et également des variations sur les quantités à produire. Tu l'as dit, hein, nous, on produit qu'une fois par an, Mmh hein, mh. donc une fois que c'est en stock, il faut que ça tienne 1 an. Il faut que ça tienne 1 an. Ouais, C'est-à-dire pas beaucoup moins et pas beaucoup plus. ouais. Autrement, dans les 2 cas, ça coûte. Et là, c'était effectivement des variations, mais qui étaient enfin, c'était vraiment très Mmh. important. Être plus proche des clients permettait effectivement d'avoir une meilleure connaissance et donc la valeur ajoutée des personnes localement avec les premières mises en place des premiers forums de discussion, Mmh. finalement, entre le marketing, les ventes et la supply ont permis d'améliorer nettement les choses. Ça a été assez rapide. Hem, Après tu m'as demandé, c'était, comment je Et gérerais différemment? oui, les difficultés, Ah, les si c'était à difficultés. La si c'était à refaire. difficulté, 1 a été de trouver les bons profils de Mmh. demand planner. C'est des profils qui sont assez atypiques parce qu'on a besoin de personnes qui sont très analytiques. Mmh. Néanmoins, ce sont des personnes qui vont être très exposées aussi à tous les niveaux de la hiérarchie et donc il faut oser. Oui, il y a eu des pays, il y a eu des difficultés, il y a eu des échecs. On a mis des personnes oui, ça a été difficile. Mmh. Hem, 9 ans après, ce que je changerais, peut-être que je pourrais me poser la question de la décentralisation maintenant.
En De fait, revenir. ouais, je sais pas, en fait, Ouais. c'est un éternel Parce que recommencement, tout ça. l'organisation a évolué en maturité par cette Exactement. décentralisation. Exactement, c'est alors, je c'est pas ce qu'on va faire, hein, ne paniquons pas, mais effectivement, il faut savoir toujours se reposer la Mmh. question: «Est-ce que ça fonctionne toujours?» C'est plutôt Mmh. dans ce sens-là. Oui. Ou est-ce qu'on a besoin pas de complètement centraliser, mais plutôt, de regrouper des choses qui feraient plus de sens? Enfin voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, je me Ouais. dis il faut continuellement se reposer la question. Mmh. Et in fine, le résultat, en termes d'amélioration de la qualité de la prévision est au Non, rendez-vous? ça a Ouais, été assez notable. ouais. On a enfin bon, après on partait effectivement de choses qui étaient très basses, mais on a gagné des endroits, 20 points, 30 Mmh. points, Ouais. sur du long life. Sur du frais, ça a été même encore beaucoup plus haut et là, on arrive sur du court terme qui est important pour nous, Mmh. à des niveaux qui sont vraiment excellents. On a toujours des difficultés sur les marques de distributeurs parce qu'on n'a pas complètement la main sur l'ensemble des paramètres qui influent sur la prévision. Ouais. Donc Ouais, il y a un là, intermédiaire de il y plus. a un intermédiaire de plus, on n'a pas toute la visibilité, donc effectivement, il faudrait, qu'on crée des partenariats, faudrait, des contrats pluriannuels et cetera, plein de choses encore qui peuvent être Ouais. faites. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que dans un des épisodes, Aurélien Huon de Estée Lauder, il racontait, l'inverse, Ah oui? pas sur les prévisions justement, mais sur la planification moyen long terme qui était aux usines et qu'ils avaient centralisé. Et bon, l'enjeu était, plutôt autour de la conduite du changement puisqu'on retirait quelque chose. Que là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est presque comme si vous commenciez de zéro parce qu'en fait, Ouais, il y a eu beaucoup c'était de à ça. peine de la prévision avant. Non, Ouais. oui, c'était à peine Mmh. de la prévision, sachant que, on avait la prévision centralisée et on a la Mmh. partie, supply, Mmh. vraiment, production, fabrication et conditionnement qui est centralisée sur le long life, ouais. Ouais. OK. Moi, ce que je retiens finalement, c'est 2 choses principales. C'est être au plus près du business pour mieux le comprendre Ouais. et mieux prévoir. Ce qui peut paraître assez pragmatique, néanmoins, ben, ce que tu viens de dire, on peut encore se reposer la question il y a pas vraiment de vérité Non. entre central ou décentralisé et les profils. Et Ouais, ça, c'est un vrai sujet d'avoir des gens assez analytiques, les profils, développer les compétences, maintenir mmh. les compétences parce qu'effectivement, ce Mmh qu'on a mh. fait il y a 9 ans, aujourd'hui, il faut Mmh. s'adapter à toutes les nouvelles technologies aussi, quoi. Ouais, C'est pas que du process là, du coup. non. Mmh. OK, si on passe au S&OP Ouais. pour voir chez nos clients, Cogence, le processus S&OP, c'est pas une mince affaire. On voit encore beaucoup d'entreprises où, un certain nombre de personnes dans l'organisation comprennent pas la valeur ajoutée du S&OP, donc il est pas mis en place. Mmh. D'autres où il est mis en place, néanmoins ça reste une instance plus de reporting que de vraies décisions. Chez Bonduel, vous étiez dans quel cas de figure? Vous démarriez de zéro ou est-ce qu'il y avait un S&OP qui existait et qu'il fallait faire monter en Alors, maturité? non, en long life, on démarrait de zéro. En fait, il y avait pas de coordination et Mmh de balance mh. capacitaire mensuelle. Mmh. On avait un point, en fait, industriel, agronomique, à peu près 2 fois par an. La première fois, c'est en automne, au moment où on doit réserver les hectares pour les Mmh mh. productions de l'année suivante et la deuxième fois, c'est en début d'année, donc à peu près un trimestre plus tard pour, définir, ou valider les Mmh. quantités qui seront à produire l'été suivant. Mmh. Bon, je parle de l'été parce que encore une fois, c'est la majorité des légumes, les gros légumes, sont fabriqués plutôt l'été et voilà. Mais après, il y avait pas de balance capacitaire parce qu'on n'avait pas de situation capacitaire, difficile. On était plutôt en surcapacité qu'en sous-capacité. Ça, c'est pour la partie fabrication et la partie conditionnement était complètement gérée dans les usines. Donc en fait, on récupérait directement les prévisions de vente Mmh. et les carnets de commandes pour le conditionnement final. Voilà, OK. donc oui, parce qu'en fait, quand on produit en ce qu'on appelle en boîte blanche, sans Mmh. étiquette et les légumes sont surgelés et donc on les met en sachet juste avant, en fait, Ouais, l'expédition au client. ouais. Donc pas vraiment de S&OP, Mmh. pas vraiment d'intégration financière, enfin une déconnexion financière, Mmh. parce que la finance faisait des budgets et on regardait finalement où on en était du budget une fois par trimestre et ce qui nous restait à faire sur le budget. Mais la Ouais. corrélation avec les marchés ne se faisait pas.
Mmh. Et du coup, par quoi on commence quand on se dit: «Allez, on va avoir un bon SNOP»? On commence par, quelle est la stratégie de l'entreprise? On Mmh. va commencer par là et donc en fonction de la stratégie de l'entreprise, voir où est, la partie la plus déficitaire, on va dire. Dans notre cas, on avait quand même une maîtrise industrielle qui était importante, la partie agronomique était, stable, voilà, on gère, les agriculteurs, les semences, donc ça, c'était vraiment une maîtrise, c'est une compétence vraiment propre au groupe. En revanche, effectivement, on avait besoin de développer cette partie prévision de vente, on revient toujours à ça, hein, Ouais. et c'est là où il y avait, en fait, le plus de variabilité et comme on voulait tendre sur un profil de, améliorons notre prédictabilité, améliorons ce que nous voulons faire dans chaque marché par rapport à nos stratégies. Donc on a commencé notre partie SNOP sur la partie demande et vérifier effectivement qu'on explique les variations de mois en mois. Alors effectivement, on démarre toujours en regardant un petit peu ce qui s'est passé, on passe 80 du temps à regarder ce qui s'est passé et puis après on essaie de renverser la tendance. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mmh. Et donc on avance là-dessus et puis au fur et à mesure, en fait, on étend les horizons de temps. Alors on n'est pas encore à l'objectif, hein, mais déjà si on arrive à se dire: «Bah, notre horizon de temps est maintenant à 18 mois», c'est plus facile Mmh. parce que l'objectif de tous ces process-là, c'est de prendre des décisions avec un certain nombre d'éléments en main et les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles ont pas un effet dans 2 semaines, elles ont Mmh. un effet dans 6 mois, dans 9 mois et c'est ça, en fait, qui permet de faire la différence et de permettre aux gens de comprendre l'impact, en fait, de la mise en place d'un SNOP. Oui. Et justement, par rapport à la compréhension des personnes sur le SNOP, quels sont les freins, peut-être des peurs, les plus fréquentes que tu as pu, rencontrer? Alors, les premiers freins, bah, ça a été la compréhension de ce que faisait une supply chain, Mmh. parce que c'était pas quelque chose, de connu. Enfin, on confond souvent supply chain et logistique, hein. Oui, ça c'est Voilà, sûr. je vais pas l'inventer. Il y avait ça, il y avait, ouais, mais ça va faire 40 000 réunions. On Oui. va avoir plein de réunions, certes, mais vous en avez déjà, en fait, donc on va essayer de centraliser les choses, enfin de Mmh. les structurer. En fait, Mmh. c'est de la structure. C'est de la discipline et c'est, oui, mais on va pas faire que du process, mais on va pas attendre la réunion suivante pour décider, mais on va pas attendre le et cetera, et cetera. Donc c'était beaucoup de craintes sur, cette organisation qui paraît un petit peu rigide, Mmh. finalement. Ils pensaient avoir de la flexibilité dans leur mode de fonctionnement, alors qu'en fait ça créait énormément de perturbations et donc le mode pompier qui était en surréaction. Donc voilà, c'est mais ça tant qu'il y a pas des personnes qui l'ont connu ailleurs et qui Ouais. l'ont vu fonctionner, c'est difficile. Ou alors tant qu'ils n'ont pas vu un effet, probant, en fait, ça marche pas. J'ai quand même souvent entendu, «Bon, on va essayer et puis on va voir si ça marche et je te dirai». Alors quand ça commence comme ça, en général, ça marche pas très bien parce que forcément, au bout de quelques mois, ouais, bon, tu vois bien, ça marche pas. Alors On va essayer que ça marche. voilà, on va essayer que ça marche et puis c'est très long. Donc il faut effectivement cette, résilience, voilà, ça va, pas stopper en fait, savoir, maintenir les choses. Ouais, ça a un parcours de longue haleine. Ouais. Mais comment on identifie, le garant du process, l'arbitre du SNOP, le sponsor et cetera? Ouais. On sait que le SNOP, ben, comme son nom l'indique, ça a 2 jambes, on va dire, sales et opérations. Souvent, c'est porté par la supply chain. Le sponsor, peut être le DG.
Comment on décide de tout ça? Alors, Et on convainc les gens que ça doit ouais, être à ce niveau-là? alors bon, déjà, je me suis beaucoup aidée de mon expérience, Mmh. passée. Mmh. Comme j'ai travaillé longtemps chez Mars, c'était des processus qu'on avait commencé à mettre en place. Et puis après, enfin, j'ai pas réinventé la roue, hein. Il y a des standards qui existent, hein, et l'objectif, c'est de mettre en place aussi ces standards, heu, pour une raison simple, c'est qu'on a déjà une feuille de route, qui est préétablie. Et puis aussi parce que quand on recrute des personnes à l'extérieur, quand ils arrivent, c'est pas de l'inconnu. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'ils ont pu connaître dans d'autres sociétés et donc ça facilite aussi l'intégration et la pérennité du processus. Les standards, c'est bien et en fait, quand on a commencé à travailler dessus, c'est prendre dans ces groupes projets, vraiment les parties prenantes. Mmh. Les gens qui vont être directement en lien avec le processus, avec certains qui sont plus que convaincus et d'autres qui le sont Mmh. beaucoup moins évidemment. Et puis, une structure, qui va s'adapter à la taille d'un pays. Nous, on a un marché français qui est très important. Il est évident que, je vais pas gérer la Slovaquie de la même manière. Mmh. Et donc je vais pas avoir le même nombre de personnes. Ce qui est important, c'est le principe et le cadre, en fait, qui est mis en place, le rythme. Après, les participants, eh bien, en fait, là où on a, en Slovaquie, une personne qui fait 3 rôles, en France, on en a 3. Mmh. Donc c'est à ces moments-là qu'on adapte. Heu et puis, effectivement, il faut trouver ses alliés. Ouais. Donc bah, c'est beaucoup de discussions, c'est, beaucoup effectivement de networking, aller voir, le GM qui a connu ça et qui dit: «Bah, moi je veux commencer avant les autres» et puis machin. Puis du coup, bah, on commence avec la Pologne parce qu'en Pologne, on avait bien, travaillé ça. Puis après, en fait, il y a d'autres personnes qui arrivent, parce qu'il y a des rotations d'équipes qui sont importantes. Donc après, on fait la Hollande et puis après on fait voilà et puis de fil en aiguille, ça devient, on passe d'abord d'un SNOP à l'IBP et Ouais. puis après ça devient un processus de société. C'est ce qu'on appelle un process signature. Donc maintenant, c'est notre processus de décision et c'est venu du plus haut en fait de l'entreprise. Ouais. Voilà, c'est le CEO aussi qui décide ça et ça se cascade, même si on le construit de la base en Ouais. fait. OK. Et comment vous avez outillé ce processus SNOP? Alors, en fait, après avoir été, sur la partie SNOP, Long Life, Mmh. j'ai intégré un projet de transformation de l'entreprise, donc on avait à peu près tous les départements représentés. Moi, je m'occupais de la partie IBP, où il fallait harmoniser, standardiser. À ce moment-là, on s'est posé la question des systèmes. Mmh. Est-ce qu'on change l'ensemble de nos systèmes, l'ERP et cetera? Covid, post-Covid, bref, des situations un peu différentes. On on a décidé de retarder, en fait, les investissements, sur la mise en place de systèmes. Bon, bah, c'est pas grave, on a quand même des choses qui existent, c'est pas parfait partout. En revanche, on s'est dit: «Bah, on va en profiter, on va stabiliser stabiliser, on va continuer à déployer le processus partout». Je suis pas sûre qu'il soit encore stabilisé, mais on va le déployer partout et au moins le process sera écrit, sera défini, tous les rôles et responsabilités seront faits et puis, bah, à tel endroit, on a le système de prévision de vente, à tel autre endroit, c'est sur Excel, bah, c'est sur Excel. On va faire avec, en fait, c'était pas, l'important, c'était de réussir à mettre tout le monde autour de la table, intégrer le marketing avec, la gestion du portefeuille produit, la santé du portefeuille, les insights, marché. La finance, la valorisation, est-ce qu'on peut avoir la valorisation tous les mois? Ah bah oui, mais pas sur l'ensemble du PNL. OK, bah et on a avancé comme ça, petit Oui. à petit. Ouais. Bah, d'accord, hein. Le process avant l'outil, ça apporte déjà pas mal de valeur. Exactement. Process avant l'outil, on a fait process, on a fait organisation des équipes, Oui. réorganisation des équipes et là, les outils sont en train d'arriver, ouais. OK. Et pour toi, c'est quoi une bonne réunion SNOP? Alors c'est une réunion, déjà on sait pourquoi on vient. Ouais, c'est vrai. Comme beaucoup de Heu, réunions, c'est comme c'est toute pour toutes réunion. les réunions. Donc ça veut dire que si on n'a rien à faire dans la réunion, on ne vient pas et on sait pourquoi on vient, parce que on est très clair sur les décisions qui sont attendues.
Une bonne réunion, c'est une réunion où on a pris des décisions parce qu'on avait les bonnes personnes dans la réunion, le bon responsable de l'étape aussi. Hem Et puis après, suivant les différents étapes de l'IBP, dans le mois, c'est effectivement avoir le bon focus sur comment on gère nos scénarios, Mmh. les hypothèses, les Ouais. risques, les opportunités, et cetera, et cetera. Ouais, c'est assez clé ça, Ouais, tout les ça. datas, Les ouais. datas et puis, les risques qu'on prend. Mmh. La capacité à se projeter aussi, sur, les big bets, enfin Mmh. voilà, les paris qu'on va Mmh. faire. Ouais. Ouais, bah, c'est exactement j'ai fait un épisode où on a pas mal parlé de SNOP avec Olivier Talabarre d'ACC. 3 choses qu'il disait que tu as dit là, l'arbitrage, pour être capable de prendre des décisions, la donnée Ouais, et le fait que, c'était je sais plus exactement quel terme il utilisait, mais que ces réunions SNOP, c'était un moment qui devait aussi être de la sérénité parce qu'on prend du recul et on exactement. sort du mode pompier quotidien et ça doit arrêter ce cafouillage, qui peut exister. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le mode pompier, d'abord, on est souvent dans l'exécution. Mmh. Donc on est l'IBP, effectivement, on est censé prendre un peu plus de hauteur. Et puis on doit s'assurer, aussi que ce qu'on s'est dit en termes d'hypothèses, qu'on le met en œuvre. C'est la mise en œuvre aussi qu'on va regarder en se disant: «Est-ce qu'on voit des signaux faibles? Est-ce que ça marche bien?» Quand on lance des produits, hein, l'innovation fait partie intégrante de ce suivi de l'IBP. Est-ce qu'on a eu le bon plan de lancement? Comment on visualise les choses pour que, on ait les bons indicateurs qui vont nous permettre de voir les signaux faibles? Donc les Mmh. plans d'action, c'est vraiment capital Ouais. également. OK. Et à quel moment vous vous êtes dit: «OK, c'est bon, on est» donc si j'ai bien compris, vous avez d'abord commencé par l'Europe et après vous avez élargi. À quel moment vous avez dit, «C'est bon, on est suffisamment mature», selon quels critères, c'était OK pour déployer plus largement ce process SNOP? En fait, moi, j'avais commencé sur la partie long life. Quand je suis passée sur le Mmh. programme de transformation, bah, en gros, c'est le premier qui a levé la main. Je devrais Ouais, peut-être pas le le dire comme pilote le ça. plus motivé. Non, Heu, en fait, l'Europe, c'est très compliqué l'Europe parce qu'il y a vraiment c'est un multi-étages. mmh, Donc en fait, on va définir des cénopies à des niveaux marchés. Après, on le définit à des niveaux, ce qu'on appelle des clusters, donc c'est des réunions de marché et puis après on a le niveau Europe. Donc on a 3 étages mmh, à définir et donc là, en termes de calendrier, de rythme, enfin, c'est compliqué à synchroniser. Donc en fait, on a démarré aussi sur des endroits qui étaient plus faciles, les États-Unis, parce que c'est un pays, en fait. mmh. Oui, certes, c'est grand, D'accord. mais c'est un pays. En Europe, on est plus de 30, donc c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc on a effectivement démarré assez rapidement sur les États-Unis, et puis la Russie aussi, c'est pareil. La Russie, on avait, 2-3 usines. Bien sûr, il y a tous les pays, CIS, mais là, on avait une centralisation qui permettait aussi de simplifier les choses. Donc finalement créer des pilotes, créer des templates aussi de présentation et puis au fur et à mesure, on les adapte et puis comment on commence vraiment à les déployer complètement en Europe, ben, on dit: «Bon voilà, vous pouvez utiliser ça. Vous avez une checklist qui va vous permettre de savoir, comment déployer, ce que vous devez faire» et cetera. Donc Mmh. on apprend des autres finalement. Oui, ouais, c'est l'avantage et tout l'intérêt des pilotes. Ouais. Si tu devais donner, un conseil à un directeur supply chain qui veut mettre en place le SNOP, ce serait lequel? Hem, faut avoir, faut avoir un bon réseau. Faut avoir un bon réseau, il faut y croire. Mmh. Hem, Faut pas avoir peur de l'échec. Ouais. Faut pas avoir peur de la réussite non plus et une réussite, des petites réussites. Alors c'est un peu le principe du lean, hein, on revient Mmh. dessus, mais c'est vraiment des petites étapes et c'est seulement quand on se retourne et qu'on se dit: «Ben, voilà ce qui s'est passé depuis, 5 ans», qu'on voit la différence et donc effectivement, il faut être, résilient, Ouais, probablement. ouais, Bon, ça, certain. c'est plutôt des compétences, effectivement, intrinsèques, mais le reste, ça s'apprend.
Ouais. Oui, oui. Ouais, soft skills comme souvent. Mais oui, tout est dans le réseau Ouais, et le fait que de réussir à influencer, ouais, l'influence. d'embarquer, Ouais, exactement. toutes les différentes fonctions. Convaincre, sans forcer, Mmh. hem, ouais et puis trouver effectivement les personnes qui vont aider, finalement, voilà, on n'a pas souvent le premier plan et c'est pas très grave, en fait. Ouais, Voilà. ouais. Faut tant qu'on avance et qu'on C'est progresse, c'est ça. le principal. Le plus Mmh. important, c'est, ce que ça va délivrer, comment les gens vont se sentir aussi. Il faut qu'il y ait ce retour-là, hein, parce qu'il faut que chacun y trouve son bénéfice. Un GM, il va pouvoir mieux piloter son business, mais un demand planner, il va être, plus reconnu. Il va aussi, effectivement simplifier un certain nombre de tâches, même si la charge de travail reste importante, hein, sur Mmh. ces postes-là. Mais voilà, il faut que chacun y trouve un réel bénéfice, une vraie valeur ajoutée. Oui. OK. Ouais, du coup, en synthèse, ce que j'ai envie de dire, c'est justement ce bénéfice et embarquer et l'ensemble des équipes, travailler le process et l'orga, Ouais, les outils parce que la data reste importante, mais on se débrouille avec ce qu'on a si s'il si on n'en faut. peut pas on peut pas faire mieux et être capable de prendre des décisions, avoir sa réunion mensuelle où les gens savent pour quelles décisions ils viennent et que les décisions soient prises. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, le processus SNOP chez Bonduel, c'est, une réunion mensuelle, ce que tu disais avec un horizon plus ou moins 18 mois, Ouais, qui est installé partout dans le monde. ouais, c'est ça. Alors on a des réunions mensuelles, Oui, hein, pour chaque étape oui, du ouais. du du processus. Oui, oui, c'est puis on continue à travailler dessus justement pour simplifier les processus les processus connexes qu'on pouvait avoir, qui étaient des processus plutôt financiers Mmh, justement, avec les budgets, enfin effectivement et qu'on essaye de rattacher complètement pour qu'on finisse cette intégration. mmh. OK. Mais juste pour bien comprendre, donc si on passe à l'IBP, on en est au 20e plus de 20 épisodes, c'est la première fois qu'on en parle. Je pense que c'est assez, révélateur du fait que soit c'est pas toujours mis en place, soit c'est pas nommé de cette manière-là. Ouais, Nous, on a vu pas mal de clients qui, ont des SNOP un peu différents selon les mois. Donc il peut y avoir un SNOP annuel stratégique qui, dans certains cas, je pense, s'assimile un peu à du SNOP. Olivier Talabar, encore une fois, avec qui on a pas mal parlé de ça, disait, bah, pour lui, le business plan, c'est du SNOP. Donc bref, il y a pas d'évidence. La frontière entre SNOP, IBP, process budgétaire, elle est pas toujours simple à appréhender et puis chaque ouais. organisation, fait un peu à sa sauce. À quel moment vous avez dit: «Bon OK, le SNOP, on l'a, il fonctionne, maintenant, il faut qu'on passe, à l'IBP» et pourquoi vous avez voulu mettre en place Alors, l'IBP? en fait, déjà quand on a travaillé ce programme de transformation, on s'est tout de suite dit: «On va faire de l'IBP». Mmh. Hem, L'IB bon, le SNOP est pas un processus récent, Mmh. l'IBP non plus. Néanmoins, il a l'avantage de mettre tout le monde autour de la table. Nous, nos plus grosses difficultés, c'était effectivement comment on s'assure que, nos produits, finalement correspondent aux besoins des consommateurs. Donc à partir de là, si on remonte un peu tout ça, oui, mais donc en fait, il faut être capable de gérer notre portefeuille et donc c'est notre portefeuille qui va amener les premières hypothèses de la prévision. Et donc, du coup, après, c'est nos risques, nos opportunités, comment on va pouvoir les gérer et est-ce qu'on a les produits, les stocks et cetera? Et donc l'IBP, il est venu d'une manière assez, simple et puis il fallait qu'on puisse faire cette intégration financière à toutes les étapes. Est-ce que, on a les moyens de se payer la promo? Est-ce que, si on a un clash client, qu'est-ce qui va se passer? Combien ça va nous coûter? Et donc qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? Et donc finalement cette intégration-là, elle est venue assez, simplement. Ce qu'on voulait améliorer, c'était notre prédictabilité et une prédictabilité sur pas que sur les 6 mois ou les 3 mois à venir. C'est être capable de se dire: avec ce qu'on est en train de mettre en place, nos innovations vont délivrer X, Y à année 2, année 3. Et on avait des processus qui étaient déconnectés. On avait l'INO qui était d'un côté, tu parles des budgets et cetera. Comment on fait le lien, en fait, entre tout ça? En fait, on a créé on a un framework, en fait, un cadre sur un horizon assez, large qui est effectivement cet axe stratégique, l'axe tactique et l'axe exécution. Et le niveau stratégique, finalement,
Oui, il y a une réunion annuelle qu'on appelle encore budget, ça va évoluer, j'en suis sûre. Et en fait, c'est là où on va réutiliser ce qu'on voit dans le tactique pour alimenter et un petit peu poser les choses sur la table de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, où on en est. Est-ce que, est-ce que notre portefeuille de produits correspond toujours à l'attente des consommateurs? Est-ce qu'il se porte bien tout court? Et puis voilà, et donc on va retravailler nos différentes hypothèses clés, ça d'un point de vue marché. Après, on fait la même chose d'un point de vue industriel. Par rapport à tout ce qu'on reçoit, est-ce que notre réseau industriel est encore, en lien avec ce dont on a besoin? Ou est-ce qu'on développe plus de co-manufacturing parce qu'on veut sortir des produits différenciants? On est une marque. Une marque a besoin de se différencier parce que, autrement, les consommateurs ne font plus la différence. Donc quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte aux consommateurs? Et donc cet axe stratégique, finalement, une fois qu'il est finalisé, on vient l'exécuter dans la partie tactique et le cycle mensuel qui lui-même est exécuté dans la partie exécution. Et donc, du coup, on a relié l'ensemble des processus de l'entreprise avec ce cadre-là. Et donc avec la finance. Et toutes ces personnes-là ont participé au projet de transformation de l'IBP. On ne l'a pas fait que en supply chain. La Non. raison pour laquelle aussi, finalement, quand le projet s'est terminé l'année dernière, on a décidé de placer l'IBP en finance. OK. Et du coup, votre IBP, concrètement, c'est quoi? C'est quel cycle de réunions? Comment ça s'orchestre? Alors pour le moment, donc on a cette partie annuelle qu'on fait à peu près 2 fois par an sur la partie stratégique. On a les cycles mensuels, donc sur, en gros 4 semaines, avec le portfolio management, le demand management, supply Ouais. management et master review. On a Alors classiquement, on peut avoir une réconciliation, mais Mmh. comme on fait l'intégration financière partout, on a décidé de pas le faire, pas officiellement. Et puis parce que en fait, on a gardé que les lieux où on prend des décisions. Mmh. Et puis après, on a la partie SNOI, donc Oui. l'exécution, qui est là sur une fréquence hebdomadaire, principalement hebdomadaire, même si on peut avoir des points quotidiens, particulièrement dans le frais, Mmh. quand on arrive en pleine saison, ce qui commence là Ouais, en ce avec la moment. chaleur. Et OK, donc là, on a vu toute la palette finalement, IBP, SNOP, SNOI. Tout ça, c'est censé être hyper aligné. La décision qui est prise, l'IBP, on la retrouve, quelque part plus ou moins directement dans la SNOI. Heu, ça fon Ça Comment on fait fonctionne en ou pas? est-ce que ça fonctionne ou pas? Et comment on fait en sorte que ça fonctionne C'est surtout, nickel. heu Non. dans des environnements aussi grands et variés Mmh. en termes de Non, produits et de pays? c'est effectivement, c'est pas si simple que ça. C'est comme même si c'est Ouais. très clair dans ma tête, hein, mais c'est pas si simple que ça du tout. Tout simplement parce que, d'abord parce qu'on a l'humain a une mauvaise habitude, c'est que quand on lui dit de répéter les choses et tout le temps la même chose tous les mois, au bout d'un moment, ça le lasse Mmh. et donc il se met à faire autre chose. Voilà, bon, c'est comme ça et donc il faut revenir dessus, réexpliquer et la pérennité, en fait, d'un processus comme ça, fonctionne avec la maturité. Une fois que c'est ancré, finalement, on y arrive. Néanmoins, il faut, répéter les choses. On a travaillé, on fait des plans de formation, on a des learnings, on fait des audits aussi, de ces processus-là. Voilà, il y a des relais en fait IBP, dans les différentes régions pour travailler sur les programmes d'amélioration Mmh. continue. Mmh. Donc là, on en revient toujours au Mmh. lean, mais ça fonctionne, partout, de manière à s'assurer qu'on se repose toujours la question en fin de réunion, par exemple. Ça a été cette réunion, on a fait ce qu'on avait prévu ou pas? Est-ce qu'on a pris des décisions ou pas? Ou est-ce qu'on est revenu à on tiens, on a ah c'est super, on s'est partagé plein d'infos. Et c'est Mmh. bien, mais c'est pas l'objectif. Et puis il y a la cascade d'informations. Est-ce que tout le monde est bien au courant? Et donc c'est pareil, j'essaye de fonctionner beaucoup par, questionnaire de satisfaction, enfin voilà, c'est en fait, on essaye plein de choses, Mmh. pour, ouais, voir ce qui fonctionne. J'ai pas une recette en fait, absolue, hein. Non. C'est, je teste, je vois: «Tiens, ce truc-là, ça a marché, je vais continuer un peu». Mais si je le refais tout le temps de la même manière, en fait, ça marchera plus à un moment donné. Donc il faudra trouver autre chose. Oui. Donc c'est là où les retours avec,
toutes les personnes qui participent à ces réunions est super important parce que, ils viennent m'alimenter aussi avec, tout ça. Ouais. Mais du coup, par rapport à cette cohérence, d'ensemble, il y a, la communication, pour que les décisions de l'IBP soient Mmh, communiquées et cetera, la cohérence de process de bout en bout, mmh. l'organisation en face de ça. Quid de la data? Puisqu'en fait, il faut que la data utilisée pour, le SNOI ou l'IBP, soit cohérente, Ouais. Alors, comment on gère tout ça, bah, ça, c'est alors déjà parce qu'il y a des tableaux de bord, hein, Ouais. forcément, hein, il y a des dashboards assez importants. Il y a les indicateurs opérationnels assez classiques en supply chain qui vont être, Sales Forecast Accuracy, Mmh. donc fiabilité des prévisions de vente, le biais, parce qu'effectivement, on était sur une tendance où on surforecastait, Ouais. donc effectivement, c'est à suivre, aussi et la stabilité. Ce qui est important, effectivement, on peut avoir des variations, hein, et c'est normal parce que les hypothèses peuvent changer. Néanmoins, c'est éviter les à-coups. Mmh. Ça, cette stabilité est vraiment importante. Et puis après dans les indicateurs, on va avoir des indicateurs partagés. Mmh. Quand on se parle de Sales Forecast Accuracy, j'ai commis une erreur, hein. Je dis: «C'est en supply qu'on les voit». Oui, en fait, c'est souvent la supply parce que les demand planners sont en supply. Néanmoins, c'est un indicateur de vente aussi Mmh. et donc pour les commerciaux, il est important qu'il l'ait. On va avoir, les indicateurs de rotation de produits, de distribution, de part de marché, parce que ce sont des hypothèses clés de la prévision. Mmh. Donc et là, c'est là où, effectivement, on oublie souvent les dashboards. Mmh. Dans nos réunions, assez fréquemment au début, ils le font bien, mettent les plans d'action, puis au fur et à mesure: «Bon allez, on regarde, bon alors voilà, là ça les indicateurs, ouais ça va» et puis on passe Mmh. tout de suite au sur Ouais. et effectivement dans les audits, ça c'est un truc que je retrouve assez souvent. Vous avez oublié, les indicateurs, Ouais. vous les regardez, mais vous les regardez plus maintenant. Voilà. Ouais. Ce que C'est, tu dis, c'est la routine, que ce soit dans ouais, le c'est format de ça. la réunion, Ouais. dans ce qu'on regarde, En fait, les routines Mmh. sont effectivement, peuvent devenir, on baisse la vigilance Ouais. et Ouais. donc on voit plus les signaux faibles aussi. Mmh. Donc Ouais, la méta-observation est souvent importante, et on aime bien avoir un méta-observateur dans ces réunions-là, quelqu'un qui est vraiment extérieur Mmh. et qui va dire: «Mais en fait là, Pourquoi? Bah, ouais, les fameux 5 pourquoi c'est qui ça». reviennent, Ouais, tout le temps. exactement. OK. Bon, on a fait un bon tour, prévision des ventes, SNOP, IBP. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, que tu aurais aimé partager? Bah, en fait, il y a un point qui va pour nous, qu'on n'a pas encore intégré complètement. On est Bicorp, chez Monduel Oui, c'est vrai. et il va falloir qu'on intègre beaucoup plus justement les plans d'action liés à ça. Alors ça a pas un effet, marché, hein, Mmh. ça pas c'est pas une décision qui a un impact marché. Néanmoins, ça fait partie des prises de décision qui doivent piloter l'entreprise. Mmh. Et donc ça, il va falloir qu'on intègre Comment beaucoup plus et l'intégrer? ouais, Mmh. ça, ces choses-là, ouais, je suis en train de regarder un petit peu comment on peut faire, mieux là-dessus. Sur ouais, tous les aspects environnementaux, Exactement, exactement. et social. Mmh. Ouais, on a, bien évidemment, on a des plans d'action, Mmh. sur liés à Mmh. Bicorp puisqu'il Mmh. faut qu'on maintienne nos certifications et c'est comment on fait le lien Mmh. avec tout ça. Ouais, Ouais, l'intégrer puisque ça fait partie finalement de la exactement, stratégie. ouais. OK. Bah, super. Finalement, c'est pas à pas quand même et pas Ouais. précipitation, Non, ça prend du temps et il faut ça prend accepter du temps. Exactement. ce temps long, en tout cas dans les Oui, entreprises aussi grandes que Monduel. ouais. Parlons un peu d'avenir. Quels sont pour toi les principaux défis supply chain, des années à venir? Global ou spécifiques à ton industrie? Bah là, on en vit, j'ai l'impression effectivement que ça s'accélère, mais c'est peut-être parce que je commence à avoir quelques années derrière moi et que j'ai l'impression que tout va plus vite. Mais, on était beaucoup dans l'optimisation, de la supply chain. On cherchait beaucoup à optimiser les choses. Finalement, c'était relativement stable. Heu, Là, maintenant, en fait, il faut qu'on ouais, on parle beaucoup d'agilité, mais Mmh. c'est peut-être, ouais, c'est peut-être ça, mais en tout cas, il faut qu'on soit capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Il faut qu'on soit, il faut qu'on ait cette capacité de gestion de scénario, je Mmh. pense et se poser beaucoup plus de questions, effectivement sur,
Quand je fais mes risques et mes opportunités, est-ce que je prends en compte l'aspect géopolitique, économique, climat, humain, Mmh. financier bien évidemment, mais ceux-là on les a, le réglementaire, la data, l'IA, comment on intègre tout ça? J'ai des exemples, quand on a commencé à le déployer aux États-Unis, j'expliquais ce que c'était les risques et les opportunités parce que finalement, on se disait: «Bah, une opportunité, c'est faire une nouvelle promo». Non, c'est pas que ça, en fait. Alors, souvent, on parle plutôt des risques d'ailleurs que des opportunités et là, il me disait: mais dans ce cas-là, il faut qu'on mette, le risque de tremblement de terre». Je dis: «Bah oui, parce que votre usine est sur la faille de Sant Andreas, Mmh. donc oui, potentiellement, vous avez un peu plus de risques, que nous en Europe sur des tremblements de terre assez importants». Et il s'avère qu'1 an après, il y a eu les grands feux à Los Angeles Mmh. qui ont, d'abord, créé une crise, agro assez importante, qui ont stoppé l'usine et Mmh. cetera. Donc c'était pas si Mmh. anodin que ça, et le climat, ça fait partie des choses qu'on positionne en risque énormément Oui. parce que, là, on est à 30°. Il y Ouais, a 15 jours, il gelait quasiment. Ouais, ouais, l'impact pour la culture est l'impact, il est est certain. énorme. Ouais. L'humidité, Mmh. l'hiver, on a des hivers beaucoup plus humides. Ça a un impact sur nos cultures et donc en fait, comme on est lié à cette culture, cette agriculture, forcément, on est obligé d'en tenir compte. Des aspects géopolitiques, bien évidemment, des déclenchements de guerre ont des impacts aussi très importants. Donc voilà, je Ouais, je c'est pense que ça va résilience, s'accélérer, ouais. agilité, C'est vraiment mmh. cette agilité qu'on va retrouver, beaucoup plus là. Puis la transformation des rôles, je pense que, Mmh. la gestion de la donnée, de l'IA, si on veut trouver, en fait, quelle va être la valeur ajoutée de l'humain, il va falloir, effectivement, modifier les rôles demain. Ouais, ouais et j'ai l'intuition qu'il faut qu'on acte vraiment, Oui, collectivement, ce qu'on veut garder, par entreprise en fonction de sa créativité, ouais, de son ADN, de sa exactement, différenciation, mais qu'on se le dise et qu'on se l'écrive pour être capable de le maintenir. exactement et finalement, en fait, tous ces arbitrages, ils deviennent, en tout cas à l'heure actuelle, on a l'impression qu'ils deviennent de plus en plus complexes. Mmh, Néanmoins, on sait qu'on s'adapte tout le temps, donc bon, voilà, ouais. Comme c'est ça accélère, comme tu disais, on sait pas trop exactement. de quoi Ouais. ça fait demain. OK et pour finir, quelques questions, systématiques du tac au tac. Quel est ton toc professionnel? La chose que tu ne peux t'empêcher de regarder dans une usine, un entrepôt, un magasin? Un bureau peut-être en Ouais, tant c'est que clean plutôt office? bureau. Alors j'ai regardé. En fait, moi, c'est, les réunions sans décision où Ouais. c'est, ouais, ouais, je dis que je fais de l'IBP et on dit qu'on fait de l'IBP pour faire joli, Mmh. finalement. Donc Ouais. moi, c'est un peu puis, c'est, «Non, mais vous avez pas d'hypothèse». Ça, c'est je pense qu'ils m'entendent tellement le dire que, ça devient un peu, voilà. Donc Régulier. ouais. OK et quel est selon toi l'indicateur qui est souvent négligé, mais sur lequel toi tu portes une attention particulière? Alors, j'ai un dilemme sur les indicateurs parce que, en fait, moi, un indicateur que j'aimerais avoir, c'est: est-ce que l'organisation est réellement sous contrôle? Ouais, intéressant. Mais c'est difficile à chiffrer Mmh. et donc j'ai du mal à mettre un chiffre dessus et pourtant c'est ce que j'essaye d'avoir. Mais c'est comment on arrive à détecter les choses tôt, comment on décide clairement, comment et donc faudrait créer, un Ouais, indicateur super là-dessus. intéressant Voilà, à réfléchir. voilà, exactement. Les comportements, tout ça, il y a un petit peu de tout ça Ouais, aussi. parce qu'il y a beaucoup Ouais, de non factuels presque oui, là-dedans et il faudrait le factualiser justement pour faire ouais. l'indicateur. Quelle est la petite initiative que tu as mis en œuvre et qui a généré un impact significatif? Hem, alors c'est souvent des initiatives invisibles, hein. Mmh. Donc moi ce qui m'a aidée, sur, l'Europe, je pensais avoir fait un truc, qui était, pas grand-chose. J'ai créé une checklist. Voilà, c'est-à-dire que par étape du processus mensuel, voilà tout ce que vous devez vérifier, voilà les rôles de chacun, voilà les données que vous devez utiliser et en fait, quand on a déployé, ils vérifiaient, en fait, tout ça et ont piloté ça et en fait, ça les a aidés à clarifier ce qui devait être fait. Donc on était beaucoup dans du comment, finalement et j'avais pas le sentiment d'avoir fait un truc, Mmh. extraordinaire mais en l'occurrence, ça a aidé, en fait, dans la gestion du changement et dans l'acceptation et l'intégration du processus. Voilà. Ouais.
Donc Super. ça, C'est une voilà. façon différente de voir le process et Exactement. peut-être un peu plus ludique ou pragmatique, je Ouais, sais donc pas. une petite discipline toute Hein. simple, Mmh. mais qui a permis en fait de créer un rythme en fait, ouais. Mmh. Intéressant. Et enfin, si tu avais une baguette magique, si tu pouvais changer une seule chose dans le fonctionnement des supply chains mondiales, tu ferais quoi? Je dirais que les entreprises, prennent et assument leurs décisions face à l'incertitude. Je prends des risques et je pilote ces risques, quelque part. Ouais, Voilà. ouais, c'est le courage. Le Un courage, certain ouais, c'est courage quelque ça, qui est pas toujours simple. ouais, souvent on est un peu lent à reconnaître une réalité, à se Mmh. dire: j'y vais pas». Bon, Ouais. faut plus attendre en fait, on voit bien les choses vont trop vite, donc Faut y aller. il faut y aller. Mmh. Super. Bah, merci. Merci Juliette. Très intéressant, Nathalie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la supply chain. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un autre invité passionnant. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.